est-ce qu'on peut être surpris que les Américains ne respectent pas la souveraineté nationale, peuvent s'inviter dans l'histoire des pays qui ont croisé le chemin des Américains? Puis j'ai fait une liste, mais vraiment, et puis on parle aussi beaucoup du respect du droit international. Qu'est-ce que c'est que le droit international? J'ai fait une liste très rapide, puis on pourrait y revenir parce que c'est un élément de réflexion sur des événements qui ont marqué l'histoire des 50, 60 dernières années. En 1953, les Américains avec les Anglais vont faire en sorte que le régime de Mossadegh en Iran est dégommé. 1954, dans la cour arrière des États-Unis, au Guatemala, c'est le régime de M. Arbenz qui est dégommé aussi, avec la faveur particulièrement des deux frères Dulles, qui étaient secrétaires d'État et patron de la CIA. Et si ma mémoire me sert bien, à l'époque, un des deux, ou sinon les deux, avaient été sous le conseil d'administration de la United Fruit, grosse entreprise américaine qui avait transformé en jardin privé le Guatemala. Et quand on a voulu reprendre le contrôle sur ses ressources, un peu comme M. Trump dit vouloir le faire pour les États-Unis, quand les Guatémaltèques ont dit « Hey, le territoire nous appartient, on devrait avoir de meilleures redevances », on renverse le régime. En 56-57, c'est en Syrie déjà que les Américains fricotent pour essayer de changer le régime. La guerre du Vietnam, est-ce que c'est un souvenir prégnant, oui ou non? Même des alliés des Américains au Vietnam Sud sont renversés parce que M. Kennedy perd patience, le régime de M. Diem en 1963. Au Congo, la Nouvelle République du Congo en 1960, le premier premier ministre élu démocratiquement, Patrice Lumumba, qui va être abattu, tué, et très certainement avec la complicité de la CIA. La liste comme ça continue. Dans le continent américain, l'Argentine, en 1976, c'était à ce moment-là... Si là, tu cites des exemples où les Américains se sont mêlés des affaires des autres, ont influencé le cours de vie d'autres pays. Mais 2001, comment est-ce possible pour un pays dont Trump nous dit aujourd'hui qu'ils sont victimes, qui ils ont jamais eu d'influence, ils se sont toujours fait avoir. Là, tu nous décris ce même pays comme renversant des gouvernements ailleurs dans le monde. Mais je le décris pas. D'abord, c'est pas un truc à moi. C'est historiquement fondé. 2001 en Afghanistan, on s'est invité. Alors, au nom d'une guerre à finir contre ceux qui auraient hébergé Oussama Ben Laden, on a d'ailleurs invoqué l'article 5 de l'OTAN. Les alliés européens sont venus appuyer les Américains dans cette guerre qu'ils ont déclenchée en Afghanistan. 2003 en Irak. 2011, le renversement du régime de Kadhafi en Libye. En 2014, les Américains sont très présents dans ces révolutions de couleur en Ukraine dont on parle aujourd'hui. L'assistante secrétaire d'État aux affaires européennes, Victoria Nuland, qui, avec l'ambassadeur américain sur place à Kiev, discutait ensemble de ceux qu'il fallait désigner pour former le prochain gouvernement. Est-ce que c'est de l'ingérence? Évidemment, c'est de l'ingérence. Alors Alexandre, oui, donc Mark Carney élu, et là on voit quelle est la suite des choses pour le Parti libéral, qu'est-ce qui va se passer à partir de ce matin. La prochaine semaine risque d'être extrêmement excitante. D'abord, Mark Carney va rencontrer le caucus du parti aujourd'hui, c'est à 13h, ça se passera à Ottawa, fort de sa victoire à 86%. En deuxième position, Chrystia Freeland avec seulement 8%. Karine Gould. C'est un peu une humiliation pour elle, ancienne ministre des Finances, tout le prestige qu'il y avait autour d'elle. Elle se retrouve un peu dans le mauvais rôle que c'est elle qui a sorti le couteau pour, comme on dit, Brutus ne deviendra jamais César. Exactement. Elle est vraiment dans ce rôle-là. Elle a fait tomber Justin Trudeau par sa démission fin décembre, mais c'est comme un peu l'étiquette de traître dans le parti, là. Ça demeure fascinant comment quelqu'un qui n'a jamais fait de politique, n'a jamais été élu, n'a jamais milité même au sein d'un parti politique, de manière comme militant, là, tu sais, comme on l'a tous fait, aller mettre des pancartes, cogner à des portes, faire des appels, se retrouve du jour au lendemain premier ministre du Canada. Là, il va être assermenté dans les prochains jours, mais il se retrouve premier ministre du Canada. Il est inconnu, il a même pas parlé à la population, il a jamais fait de politique, et il obtient le plus gros poste politique du pays. Ça fait, c'est du jamais vu, mais c'est quasiment du à peine imaginable. Écoute, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire sur Mark Carney. Tu le connais pas? Tu connais pas? Le connais-tu, toi? Non, je le connais pas. Je connais son CV, mais l'individu, non. Il a donné, là, en français, là. Écoute, il est rendu premier ministre du Canada, OK? Premier ministre du Canada. Il n'a jamais fait de politique. Il va l'être, en fait, demain ou après-demain. Il n'a jamais fait de politique. Il s'est jamais présenté à nulle part. Il a donné 2 entrevues. Une à Radio-Canada, RDI, je pense, et une à Salut Bonjour.
Pour tout le groupe québécois, il est allé quelques minutes à Salut Bonjour. C'est tout. Pas plus. Est-ce que tu peux devenir comment du Canada avec... J'avoue que c'est incroyable. C'est pas imaginable. Certainement. Mais quand on entend, il dit, je vais travailler jour et nuit pour bâtir un Canada plus fort. Je vais travailler jour et nuit. Ça t'appelle-tu quelqu'un, ça? Ça me rappelle le dénommé Justin Trudeau. C'est-tu un 2.0, ce coin-coin-là? D'où il sort, Mark Carney? Là, 85% des militants libéraux disent c'est notre homme, c'est le prochain. Basé sur quoi, les amis? Basé sur quoi? Connaissance de l'économie. Hey. Ah oui, le banquier calme qui et posé pour faire face à Trump. Mais c'est juste ça, là. Il connaît l'économie, puis il est calme et posé pour faire face à Trump. Attends. Il connaît l'économie. C'est lui qui a conseillé Trudeau. On a 1400 milliards de dettes. On est parti de 638. Ça, quand même, Trudeau, Mario. Mais qu'est-ce qu'il connaît de l'économie? Qu'est-ce qu'il a créé comme job? Il était à la tête de la banque. Depuis quand on fait confiance à des banquiers? Un banquier qui vient dire, je passe les gens avant l'argent, tu me niaises-tu? Tu ris-tu de moi? T'es pas dans des travaux communautaires, mon ami, t'es banquier. La première affaire, c'est le bottom line, c'est la ligne en bas. Puis si tu payes pas, je saisis ta maison. C'est ça des banquiers. Quand on regarde après 10 ans de tout ça, ben la dette a doublé. Fait que les dépenses ont eu lieu. Les paiements d'intérêt sur la dette aussi ont plus que doublé. Oui, mais en termes de croissance... Vous dites combien dans votre article? Oui. Dites-le, M. Brassard. La dette est passée d'un peu moins de 700 milliards à plus de 1400 milliards de dollars. Donc, c'est quand même énormément d'argent. C'est des dizaines de milliers de dollars par Canadien. Puis en termes de paiement d'intérêt... Les paiements d'intérêt, c'est ça, on est passé de près 26 à quelque chose comme 54 milliards pour le budget qui est à venir, donc pour l'année qui commence le 1er avril puis qui se finit le 31 mars. Par année. Et ça, c'est pas... plus qu'1 milliard par semaine qu'on paie en intérêt au Canada. 1 milliard et plus par semaine. Mais Mathieu a aussi raison de dire que je suis pas certaine que l'histoire va être tendre envers lui. C'est vrai qu'il a mis en place certaines mesures de redistribution de la richesse qui vont passer à l'histoire. L'allocation canadienne pour enfants a réduit la pauvreté infantile, je pense, de comme 50% au pays. Tu sais, ça, c'est des politiques fortes, bravo, mais à un moment donné, l'idée que tu peux pas redistribuer de la richesse que t'as pas, que c'est un gouvernement qui aurait dû se concentrer sur la croissance économique, et être beaucoup plus sérieux à ce chapitre-là. Il ne l'a pas été. Et c'est ce qui fait que, oui, le Canada se retrouve économiquement immensément affaibli économiquement parce qu'on a à peu près pas de croissance économique. Affaibli économiquement parce que notre PIB par habitant, donc la richesse que chaque habitant génère, est en recul. Puis affaibli aussi politiquement et géostratégiquement. C'est quand même remarquable que le Canada est un pays du G7. OK, on n'est pas comme une république de bananes. Allez, laissons parler, un traître à la France qui n'a pas toujours dit que des mensonges quand il avait quelques petits éclairs de lucidité et surtout d'honnêteté. Je parle de Sarkozy. Écoutez bien ce qu'il disait en 2014, c'est-à-dire le coup d'État du Maïdan. Écoutez bien ce qu'il a dit après ça. La Russie est un allié naturel et un partenaire naturel. Je ne veux pas que l'on recrée les conditions de la guerre froide qui a fait tant de mal sur le territoire du continent européen. C'est une erreur majeure. La Russie est grande comme 46 fois la France, à 2 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, à 150 millions d'habitants. Dans l'histoire de l'humanité, jamais un pays qui n'avait pas la population pour occuper son territoire n'a été envahir le territoire d'à côté. Expliquer que la Russie va envahir l'Ukraine, c'est une méconnaissance totale de l'histoire, de la démographie et de la volonté des dirigeants russes. L'Ukraine est un grand pays de 42 millions d'habitants, dont 30% est russophone. L'Ukraine est un pont entre l'Europe et la Russie. Le jour où vous coupez le pont d'une rive, le pays n'a plus de sens. Plutôt que de pousser l'Ukraine dans un côté ou dans un autre,
On ferait bien mieux de pousser l'Ukraine à avoir d'excellentes relations avec l'Europe et d'excellentes relations avec les Russes. Parce que si vous obligez l'Ukraine à choisir l'Europe plutôt que la Russie, que deviennent les 30% de russophones en Ukraine? La première décision du nouveau gouvernement ukrainien ayant été d'interdire l'usage du russe sur le territoire de l'Ukraine. C'est une erreur majeure. Alors, je vais y revenir après. D'abord, je voudrais terminer avec ce qui se passe en Syrie, même si je vais y revenir pendant tout le live. Il se passe que à gauche, vous avez le monstre avec qui l'ONU serre la main, Van der Leyen serre la main, Macron serre la main, et à droite, qu'il est en train de faire là-bas. Voilà. Voilà, je vous montre quelques images, hein. Je vous assure, je vous montre pas tout. Hein. Voilà. Voilà qui on serre la main. Voilà qui a été mis en place là-bas. Un mec de Daesh. Voilà. Voilà les femmes qui pleurent leur mari. Voilà Voilà où on en est. 2800 nouveau-nés morts en 2024. La hausse de la mortalité infantile mise au jour par des auteurs d'Avignon. J'en ai parlé cet après-midi dans mon live sur le bilan de 4 ans de vaccination. J'ai fait un live cet après-midi sur la chaîne Jim Leveilleur. Voilà, où est-ce que vous en êtes? Et on est à 8,7% d'augmentation de mortalité en janvier 2025 par rapport à 2024. 8,7%. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de la surmortalité, qu'elle est en train de monter assez rapidement. 8%, c'est beaucoup, mes amis. Je n'ai aucune confiance en l'Occident. Vous voulez que je vous dise en qui j'ai confiance? Je fais confiance au président Trump et au président Poutine. Ces deux dirigeants peuvent faire quelque chose s'ils le souhaitent. J'espère qu'ils le feront. La Syrie a été confiée au front Al-Nosra. S'ils sont satisfaits de cette situation, alors je ne peux rien faire. Je ne suis pas un leader, je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai que ma langue pour dire que ce qui se passe en Syrie est intolérable. C'est quelque chose d'insupportable et de regrettable. Le président Trump a dit qu'il voulait instaurer la paix. Il sait, il a parlé de propagande belliciste. J'espère que le président Trump et le président Poutine se mettront d'accord pour venez et voyez, nous avons besoin de mettre en place un comité pour superviser ce qui se passe, peut-être dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour protéger la population. Nous avons besoin de protection. Ce sont des personnes très puissantes, elles peuvent venir et protéger le peuple syrien car il en a besoin. J'ai besoin de protection. Toutes les minorités, même les sunnites, ont besoin d'être protégées. Tout le monde en ce moment a besoin de protection parce que les factions ont tué tout le monde, à en croire les témoignages que j'ai reçus. Ils ont tué les sunnites, ils ont tué les chrétiens, ils ont tué les alaouites. Nous sommes donc tous ensemble et ils peuvent me tuer. Nous avons besoin de protection.